Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone de l'actualité des Phoenix Suns. On devrait pourtant dire les Tragic Suns, tellement cette saison est catastrophique côté Phoenix. Malo, comment vas-tu? On a un invité aujourd'hui, mais je vais commencer par toi. Bah écoute, le meilleur pour la fin, on va dire. Non, franchement, ça va plutôt bien. Réveil un peu compliqué ce matin, le lendemain de Super Bowl, mais en tout cas, ça va quand même, malgré les Suns qui, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais malgré les Suns qui sont pas foufou, au niveau, voilà, pas foufou, ça va quand même bien. Ouais, c'est clair. On voulait vous remercier après l'épisode de la foire à questions de la semaine dernière. On a vraiment passé un excellent moment et surtout, on a eu de très bons retours sur cet épisode. Vous l'avez adoré, donc c'est vraiment cool. Mais cette semaine, on va un peu prolonger ce qu'on avait fait avec cet épisode-là, puisqu'on va un peu faire une sorte de bilan, mais sous d'autres perspectives et peut-être avec un angle de vue un peu plus large. On invite un taulier de la communauté des Suns, évidemment, de la communauté NBAFR également, qui est là bien souvent, vous l'avez déjà entendu dans Valley Hoop en fin de saison, mais là on a dit la situation est tellement terrible qu'il faut peut-être qu'on réinvite notre Alex national. Alex, comment vas-tu? Ah, on t'entend plus du tout. Faut que tu actives ton petit micro. C'est normal, j'avais pas activé mon micro. Mais où est Léonce? C'est peut-être le seul truc que Matisse Bia oublie pas de faire. Oui, activer son micro. Là, ça, il y pense bien, ça. Ça, c'est vrai. Par contre, Comment vas-tu, Alex? Réfléchir et prendre des vrais joueurs, ça, par contre, non, c'est pas son truc, ça. Non, ça va, écoute, impeccable. Je vois que quand il s'agit de chier sur les Suns, on m'invite. Eh ben, écoute, ça fait plaisir, ça va devenir ma spécialité. En plus, entre le moment où on t'a invité, parce que c'était il y a au moins, je dirais 3 semaines que je t'ai envoyé le petit message. Franchement, les gars, vous portez pas chance. Hein. Non, ouais, c'est clair. Entre le moment où on t'a invité et on t'a envoyé l'invitation et aujourd'hui, date d'enregistrement, donc lundi, meilleur jour de la semaine, il y a eu la parution d'un de tes articles, un de tes billets d'humeur sur le site Trash Talk, qui résume bien finalement la situation et qui est connexe avec la FAQ qu'on a fait la semaine dernière. On va rentrer dans le vif du sujet, un peu dans le sillon non seulement de la FAQ et puis de cet article. On va commencer, on va aborder d'abord la deadline, ensuite on va passer au rôle du proprio et du front office en écho à ton article, Alex, et ensuite on va avoir une deuxième partie de podcast qui sera plus sur Devin Booker et le futur, à la fois le passé et le futur de Devin Booker avec les Suns. Mais on va commencer par la deadline. On est clairement sur une deadline en eau de boudin, une deadline qui ne fait pas du tout plaisir à la fanbase. On a pourtant eu des petits mouvements. Hein. On a eu d'abord Nick Richards qui est arrivé au Phoenix Suns, donc pivot remplaçant du côté des Hornets, une des pires équipes de la ligue. On avait déjà débriefé ce trade, avec Okogie qui fait le chemin inverse. Et puis on a Cody Martin et Micic qui arrivent aux Suns en échange de Yusuf Nurkic. Le trade est toujours à confirmer, mais j'ai l'impression que normalement ça devrait aller. Alex, tes mots sur cette deadline, comment tu l'as senti? Parce que vous étiez en live avec Bastien et Simon, mais évidemment tu peux pas passer 2h30 de live sur les Phoenix Suns. C'est du coup à se faire bannir de Twitch. Exactement. Non, effectivement. Bon, après, la deadline en elle-même, moi j'ai envie de dire, malheureusement, cette deadline et ce qui s'y est passé pour les Suns n'a pas été une si grande surprise que ça, en fait. Comme tous les fans des Suns, je pense, j'ai eu quelques petits espoirs courant janvier. Tu vois, je me suis dit, dis donc, ça se trouve, on trouvait un point de chute à Bradley Beal. Bon, va falloir lui attacher là les pics que Danny Ainge a bien voulu nous. Enfin, voilà, l'échange de 1 pic contre 3 pics là, avec Danny Ainge et tout. Pour moi, c'était un peu dans ce sens-là.
comme beaucoup, je savais pas du tout que les Suns essayaient en scred éventuellement de transférer Kevin Durant au cas où, quoi. Bon, j'avoue que ça m'a fait un peu halluciner, comme Kevin Durant d'ailleurs. Ça prouve bien aussi les méthodes de Ishbia qui n'ont, enfin, qui ont des grosses limites. En fait, on les voit déjà, quoi. C'est assez fou. C'est pour ça, tu parlais, j'ai écrit un billet. Ouais, tu vois, ça faisait des mois et des mois que j'avais pas pris le temps d'écrire un billet. Et là, je trouvais que le sujet valait le coup parce qu'au-delà des Suns, je pense que c'est une problématique de ces nouveaux riches de notre société actuelle, là. Après, on va pas faire une émission de politique, hein, mais Non, clairement, c'est très c'est très risqué symptomatique. avec moi, Alex. Ce que fait Matich Bia, c'est très symptomatique de beaucoup de choses qui sont mal gérées par des gens comme ça qui croient tout savoir sous prétexte qu'ils ont du pognon et que c'est leur pognon qu'ils vont dépenser à la fin. Là, finalement, il va se retrouver dans un mur. Donc, tout ça pour dire, Nick Richards, moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un pivot qui colle mieux au jeu que Budenholzer a envie de jouer et ça colle mieux à Booker, ça colle mieux à KD, ça colle même mieux à Bill, enfin ça colle mieux quoi que Nurkic. Ensuite, le fait qu'il ait réussi à refourguer Nurkic, bon, c'est quoi? C'est Vasilije Micic et je sais même plus, tiens. Et Cody Martin. Voilà, Cody Martin, tu vois, joueur, je te dis pas qu'il va révolutionner les Suns, mais moi, Ouais, mais l'avoir en, défenseur plutôt de grande taille avec quelques facultés de playmaking, c'est pas pire. en gros, ne pas tout filer à Ryan Dunn sur ce poste-là, ça me va Ouais, d'avoir un peu Cody exactement. Martin et tout, tu vois, je trouve ça bien. Donc, c'est des trades que je valide en fait, ça. Mais on voit bien que James Jones et son équipe font un peu ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord depuis que le nouveau proprio qui est là depuis 2 ans, hein, je rappelle, hein, le mec en 2 ans, il a bousillé une équipe, quoi. Mais bien comme il faut, parce que là, en plus, maintenant, on est parti pour longtemps. Genre Ouais. là, il y a de fortes probabilités que KD fasse la gueule, du coup. Bradley Beal, il est sûrement un peu vexé, mais on s'en fiche un peu. Et on a très très peur que Booker finisse par nous dire bon bah ciao les gars, puis qu'est-ce qu'on pourra rien dire en fait, on Ouais, pourra c'est dire vrai. merci pour le taf, hein. Ouais, c'est clair. On Merci pourra pour les dire. 15 000 et quelques. Non, Ouais. mais c'est vrai que Devin Booker a signifié par voie de presse qu'il était prêt à rester toute sa carrière aux Phoenix Suns. Mais on connaît malheureusement ce genre de déclaration. Alors, Devin Booker, c'est pas Paul George, on peut douter que ça va bien se passer et que peut-être il va effectivement faire sa carrière. C'est vrai que c'est le type de comportement et de caractère, en tout cas, chez Devin Booker, qui pourrait nous le laisser espérer. Mais la situation est vraiment très fragile, à la fois dans le vestiaire, dans le front office et dans l'équipe de manière générale. Malo, je te lance sur le sujet suivant, c'est ce qu'on a essayé de faire, ce que le front office des Suns a essayé de faire, mais sur lequel il s'est complètement vautré, et notamment le cas Jimmy Butler et le trade de Bill. Toi, a posteriori, comment tu analyses la situation? Bah, comme l'a dit Alex, en fait, tu fais ce que tu peux, tu essaies de dépatouiller avec ce que tu as, et bah, tu pas grand-chose, donc c'est sûr que tu vas pas faire des miracles. Pour le coup, Nick Richards, bah, avec ce que tu as, c'est plutôt très bien, même si tu dois lâcher Josh Okogie, ça en coûte quand même pas mal, mais on en a déjà bien parlé dans ce podcast. Et ouais, en fait, ouais, ça fait 2 ans que c'est les mêmes méthodes et que tu essaies les mêmes choses. Au moins, pour le coup, on peut pas dire qu'il essaye pas de faire des trucs. Au moins, ça, pour le coup, il en fait. Est-ce qu'il en fait trop? Sûrement. En tout cas, il en a trop fait par le passé. Ça, c'est quasiment sûr. Mais en fait, ouais, c'est ça. Tu te retrouves, ouais, t'essayes des choses, mais en fait, tu passes pas forcément par les moyens un peu classiques. Surtout, un Kevin Durant, voilà, ça fait 15-20 ans, 15 ans qu'il est dans la ligue. Il y a ses petites habitudes, tu vois. Ça a aussi bien changé, certes, depuis qu'il est dans la ligue, mais il y a un peu ses habitudes de comment fonctionner avec lui. Et avec voilà, un dirigeant qui arrive comme ça et qui chamboule tout en 2 ans, qui a de nouvelles méthodes, ça colle pas forcément. Et avec, tu vois, voilà, il passe par des biais qui sont pas forcément habituels dans la ligue, d'une part par rapport aux autres dirigeants, par rapport à ses joueurs, et par rapport à d'autres joueurs aussi qui du coup potentiellement auraient pas forcément envie de venir, même si il promet de lâcher l'argent qu'il faut, quoi. Mais ouais, c'est ça, pour le coup, pas tellement surpris non plus, parce que voilà, on n'avait pas grand espoir non plus qu'il se passe des miracles, même si voilà, courant janvier, on se disait que c'était peut-être possible de récupérer Butler contre Bill, et ça donnait quand même un peu plus envie. Mais ouais, ça surprend plus, et surtout de se dire qu'en fait on fait marche arrière en écoutant le joueur, alors qu'en fait on essaie de le trader dans son dos. Enfin, c'est un peu compromettant. Enfin, c'est un peu comme si les Mavs disaient bon non, en fait ok, Doncic, t'as pas l'air content qu'on veuille te trader, bon reviens ici. Anthony Davis, finalement, il est pas si bon. Donc ouais,
Franchement, c'est un peu ça pour le coup, ça m'a surpris et pas dans le bon sens, mais ouais, c'est plus bizarre que enfin, je peux pas trop expliquer pourquoi à part, ouais, il a ses méthodes et ça colle pas forcément avec ce qu'il y a à Phoenix et ce qu'il y a dans la ligue, quoi. Je sais pas si tu as une autre vision sur ça? En fait, Oh, ouais, vas-y, vas-y, pardon. Alex. Vas-y, là, en fait, je rebondis direct là. Malo, en fait, tu as raison, mais en fait, le vrai problème, tu as dit le mot, c'est sa méthode à Matich Bia. Elle est mauvaise. Ah ouais, c'est une méthode Et catastrophique. la méthode de dire, de toute façon, je suis blindé et je paierai ce qu'il faut à un moment ou à un autre, c'est vraiment ne rien y connaître au sport et à la NBA. C'est-à-dire que même la NBA qui est un business, bah, il y a des règles où on voit bien que les Suns, là, même si tu as de l'argent à claquer, bah en fait, le problème, c'est qu'avec le second apron, tu peux mettre qu'un seul joueur dans le trade. On peut pas signer, là, par exemple, je sais pas, Ben Simmons. Bon, on s'en fout de Ben Simmons, hein, mais on pouvait pas s'aligner dessus parce que tu peux pas te mettre sur les mecs qui viennent de se faire couper, je crois, s'ils avaient plus de 12 ou 15 millions, je sais plus combien, un salaire, voilà, avant. Et puis, Matich Bia, il confond, là. On n'est pas dans un business de prêt bancaire et d'hypothèque, là. On est dans un truc qui se construit, on est dans de l'humain, avec du sport au milieu, construire un groupe et tout. Et genre, lui, je suis sûr qu'il croit qu'avec du pognon, tu peux construire une équipe qui a une âme, hein. Moi, je pense pas, perso. En Voilà. fait, il Je est pense dans. pas que ce soit possible. Moi, il me Voilà. fait penser à un mec qui serait dans le mode My Team sur NBA 2K. Il achète toutes les cartes à 99 Et et il qui pense qu'il force va les péter le game. transferts. Exactement. Ouais, ou Mais qui là, force c'est les pas transferts. possible. Et sauf qu'en fait, non, frérot, non. Et qui joue en rookie en plus, qui est même pas en All-Star ou en Legend, tu vois. C'est vraiment. Bon, moi non plus, je vais pas me lancer dans une critique du capitalisme, même si on pourrait faire 2 heures dessus, parce que c'est vraiment représentatif, comme tu l'as dit, Alex. Mais il y a de ça, ouais. Et sur le trade de Butler et Kevin Durant, pour revenir à ce que tu disais, Malo, en fait, il y a un truc qui, moi, me surprend. Bon, je pense que l'atmosphère était pas top parce que toutes les équipes vivent pas un moment top au moment de la deadline. Les joueurs sont stressés, donc évidemment que ça parle dans les entraînements, dans le vestiaire, etc. Évidemment. Je pense que Kevin Durant, ça n'a pas dû lui faire plaisir que son nom soit dans les rumeurs, parce que même si le front office a démenti, James Jones a fait une conférence de presse, il a démenti le truc, même si ça a été également démenti par voie de presse, etc., il n'y a pas de fumée sans feu pour moi. Et pour Kevin Durant, au minimum, ça veut dire que c'est louche. Et Kevin Durant, on sait comment il est quand c'est louche. Et je le comprends d'ailleurs, cette radicalité, elle lui appartient. Moi, je la respecte. Parce qu'au moins, avec lui, tu sais que faut pas rigoler, quoi. Tu vois, lui, il va te laisser tomber, il n'y a pas de problème. Ça lui pose pas de problème. C'est vraiment, pour le coup, lui, en business, il est implacable. Et de ce côté-là, ça nous préfigure finalement un été où le cas Kevin Durant va devoir être géré au cordeau, qu'on le garde ou qu'on le garde pas. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça va être très risqué pour les Phoenix Suns. Donc ça va être à garder. Quant à Butler, moi, j'ai jamais vraiment cru. Malo, tu te souviens, on a eu plusieurs discussions sur le sujet avec le groupe du FF Soleil. Et c'est vrai que très tôt, on était plusieurs à dire, franchement, si on fait ce trade, c'est miraculeux, mais ne comptons pas dessus, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que Butler répondait à tellement de questions structurelles de l'équipe sur le terrain qu'on voulait ce trade. On voulait ce trade. L'agression du cercle, la grinta, la défense, la taille, etc. Ça répondait à trop de questions en un seul joueur. Et en plus, on se débarrassait de Bill. Donc évidemment, c'était une très belle utopie, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et Butler a fini à Golden State. Et d'ailleurs, chapeau à Golden State, parce que apparemment, c'est eux qui auraient laissé fuiter que Phoenix aurait voulu se débarrasser de Kevin Durant, ou en tout cas été intéressé par des idées de trade. Bravo à eux d'avoir laissé fuiter ça, parce que c'est le meilleur moyen de nous mettre dans la sauce aujourd'hui. Et comme on est à peu près aux mêmes places au niveau du classement, c'est bien joué de leur part. C'est une sorte de victoire en dehors du terrain qui compte comme une victoire de saison régulière. Pour moi, cette deadline, c'est le symbole de ce que fait ce front office, hein. Tu l'as dit, Alex, je te relance dessus, mais il y a pour moi d'abord penser qu'on va tout réussir à faire, penser qu'on va pouvoir avoir les joueurs qu'on veut, et en fait se retrouver un résultat qui est non seulement mid, mais qui en plus déçoit toute une fanbase. Parce qu'aujourd'hui, toi le premier, Malo aussi, moi également, Rod aussi, qu'on salue, qui est absent aujourd'hui, la fanbase est dans un état catastrophique, quoi. Catastrophique. Mentalement, je sais pas où t'es toi, Alex, niveau des Suns, mais moi j'ai envie de tout casser, quoi. Oui, moi aussi, je suis vénère. Tu vois, j'ai même écrit un billet sur le truc. Mais par contre, je pense que malheureusement, ça fait partie du cycle d'une franchise. Nous, le problème, c'est qu'on a des cycles très très bas. Et quand on a des cycles hauts, on prend pas des bagues. Parce que moi, si on prenait des bagues quand on a les cycles où ça va bien, à la limite, j'accepterais encore plus facilement que quand ça va mal, bah là, le proprio, voilà.
On va pas se mentir, le gars est arrivé très prétentieux, avec des grandes phrases et tout. Sa méthode ne marche pas, et non seulement elle ne marche pas là à court terme, à mon sens, pour faire des Suns une équipe qui joue le titre, clairement pas. Parce qu'en plus, même si potentiellement il y a un peu de talent, t'as pas le mental, t'as pas l'équipe bien construite pour. Je veux dire, même un coach comme Budenholzer, qui est un coach référencé, qui sait mettre des équipes en place avec des styles de gens, il y arrive pas là. Il n'y arrive pas parce qu'il manque des pièces, parce que les mecs y croient pas assez, parce que plein de problèmes en fait. Parce que quand tu les regardes défendre, tu dis bah oui, c'est vrai que c'est compliqué de gagner des gros matchs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la méthode Ishbia, elle nous emmène dans le mur. Là, faut vraiment être prêt là. Là, va y avoir un gros down de plusieurs saisons là. Parce que là, je pense pas que tu puisses garder Kevin Durant cet été. Moi, je pense pas. Et comme il est un peu vieux et qu'il va être mécontent et tout, les équipes vont pas nous faire des ponts d'or. J'espère quand même qu'on va récupérer une contrepartie honnête en échange de Kevin Durant. Par exemple, on pourrait aller récupérer un paquet de pics en allant voir, je sais pas, moi, les Mavericks ou les Rockets ou des gens comme ça qui vont être intéressés ou une autre équipe jeune comme les Rockets qui serait intéressée de faire progresser d'un coup son équipe et qui va lâcher un joueur jeune ou deux, plus des pics, tu vois, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Les gens vont surtout vouloir Booker, mais ils se contenteront peut-être de KD. Et Bradley Beal, à mon avis, tu l'as sur les bras jusqu'au bout de son contrat. Moi, je pense que Bradley Beal, ça finit par se faire couper comme Ben Simmons à la deadline 6 mois avant la fin de son contrat. Voilà, moi, je pense que c'est ça, Bradley Beal. Ouais, Sale, très bah sale. ouais, mais je vois pas du tout quelqu'un nous offrir la moindre contrepartie intéressante. Ou alors, on va le dumper à une équipe qui va chier complètement, genre j'en sais rien, moi le Jazz là, mais au problème c'est qu'on n'a pas tellement de pics à filer, donc on va le dumper comment, enfin vous voyez, tout ça c'est compliqué. Donc en gros la méthode Ishbia, la précipitation, je pense que là les Suns ils vont d'abord aller dans le mur et ensuite ça bottom. Et là c'est là où j'ai très peur pour Booker, voilà. Donc en gros, t'enterres le projet Super Team, quoi. On est d'accord que Voilà, je l'enterre direct, là il est ce enterré projet, il là est cuit, quoi. Ouais, il a enterré de fait pour moi, là, en ce moment-là. Cette deadline l'a enterré, c'est-à-dire qu'elle a montré qu'ils n'avaient plus aucune marge de manœuvre. Avec la petite marge de manœuvre qu'ils ont, t'as Nick Richard, t'as Cody Martin, t'as Vassili Micic, on verra s'ils le font jouer et tout. Voilà, c'est tout ce que t'as. T'as dû lâcher des pics, enfin, c'est pas terrible, franchement. Je sais pas, vous pensez que là, genre, par exemple, genre, si par miracle on va en playoff comme l'année dernière, là, qui on bat au Non, premier personne. tour? Personne. Ah, on est donc d'accord. Donc en gros, c'est pas une super team. Enfin, c'est un projet qui va nul. Enfin voilà, qui est pourri quoi. Oui, en fait, il y a un problème structurel dans l'équipe. Il y a un problème Ouais. sur le terrain, c'est structurellement, ça marche pas. Ça manque. C'est pas que ça manque de défenseurs, c'est que ça manque de joueurs qui ont un certain caractère. Des joueurs qu'on retrouve par ailleurs, notamment, moi j'aime beaucoup cette équipe d'Orlando justement pour ça, des Mo Wagner, des Goga Bitadze, des Jalen Suggs, tu vois, des gens qui sont vraiment des morts de faim sur le terrain. Et ça manque aussi de taille, tout simplement. Il y a vraiment un problème de taille. Et quand tu pars sur ta saison, Tyus Jones, Bradley Beal, Devin Booker, tu peux défendre sur personne. Et quand bien même ces mecs-là se tuent à la tâche, ils ne pourront pas défendre dans la NBA de 2025, qui est une NBA faite d'ailiers et des ailiers qui jouent même parfois au poste 2. Donc, tu sais, c'est juste impossible structurellement, quoi. Les mecs te mettent 15-20 cm d'envergure, 15-20 cm de hauteur, ils te Et puis, prennent des jump shots sur la gueule, tu peux rien faire, quoi. complémentarité, Malo, Grégoire, je sais pas ce que vous en pensez. La complémentarité de notre Big Three. Ah, c'est catastrophique. Elle Désolé. n'existe pas. En fait, Déjà, elle est sans même parler de inexistante. taille et tout, genre, c'est vrai que c'est facile à dire maintenant a posteriori, mais non seulement le contrat de Bradley Beal est une hérésie sans nom, mais en plus, l'équipe qui a pris Bradley Beal, genre en termes de fit, genre, ça marcherait bien au moins en attaque. On n'aurait pas un profil comme Booker, on aurait un vrai ailier 3&D bien costaud en plus de KD et on aurait Bradley Beal, on se dirait ok, ouais, c'est une façon de jouer. Mais là, avoir Booker, prendre Bradley Beal avec ce contrat tout pourri, c'est déjà là, il y a un début de problème de fou, quoi. Ouais, absolument. On en Mais est là à vouloir à fond Butler. Butler qui est un excellent joueur, mais genre le vrai joueur qu'il nous faut, c'est en fait c'est les joueurs qu'on avait déjà. Entre Booker et KD, il te faut Cam Johnson, il te faut Michael Bridges. Non mais c'est vrai, hein, vous êtes d'accord ou pas? Bah oui, bien sûr. C'est Nous, ces gars-là qu'il te faut. Il te faut ah bah Anunoby, oui. il te faut, enfin voilà, il te faut des joueurs comme ça, quoi, des joueurs qui ont moins besoin de la balle, qui sont moins chiants, qui se donnent plus, qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas.
Enfin, bref, non, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est Non, vrai mais que tu as complètement raison. En le vrai, Bixby n'est pas bon déjà. c'est ce qu'on dit depuis longtemps et je vais te lancer dessus, Malo, mais il y a un déséquilibre structurel entre Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. À 3, ça ne fonctionne pas. On discutera tout à l'heure de Kevin Durant et de Devin Booker à proprement parler. Mais c'est vrai que Bradley Beal ne tient pas le rôle qu'on attendait de lui, et notamment sur ses accès au cercle, sa capacité à pénétrer dans la raquette. En fait, il a été tellement blessé pour nous que c'est devenu difficile pour lui, Malo. Ouais, bah c'est ça, bah c'est pas complémentaire parce que t'es obligé d'en mettre un sur le banc. Et en plus, c'est celui qui a le plus gros contrat, donc c'est sûr que c'est pas complémentaire. Normalement, quand, surtout dans voilà, un Big Tree ou à côté, bah, t'es obligé de bâtir avec ce que tu peux, comme on parlait tout à l'heure, bah, t'es obligé d'avoir les trois au top de leur forme et les trois qui tabassent, bah, qui font ce qu'ils font de mieux, pardon. Et juste là, c'est pas possible parce que bah, t'en as un qui sort du banc, en fait, qui prend le relais de ton arrière titulaire. Donc en fait, c'est du poste pour poste et du coup, bah, enfin, tu perds totalement l'intérêt de Bradley Beal. Et après, bah, pour Booker et KD, on en reparlera, mais c'est sûr que c'est pas du tout compatible. Et tu l'as dit, voilà, on attendait de Bradley Beal qu'il apporte justement un rôle un peu différent de Booker, qui va plus aller chercher voilà, le drive, l'accès au cercle, qui va aller obtenir des fautes, qui va machin, et justement libérer un peu l'extérieur pour KD et Booker. En fait, c'est totalement pas le cas, et c'est limite Booker qui a ce rôle-là, de justement aller chercher les fautes, aller chercher les lancers, enfin les points au cercle et tout. Donc c'est c'est sûr qu'il y a aucune, enfin il y a quand même quelques complémentarités parce que bah ça reste des très grands joueurs. Donc quand ils sont sur le terrain, bah voilà, ils attirent énormément le défense et du coup ça libère d'office des espaces. Mais c'est sûr que ouais, complémentarité, c'est pas le néant, mais tu souffles quoi. Enfin tu construis pas autour de ces trois joueurs là précisément. C'est sûr et certain quoi. Ouais, Surtout avec le matos que tu as derrière. À la limite, comme disait Alex, tu as 2-3 sur Indy à côté de toi, voilà, bah, des Royce O'Neal, des Grayson Allen, mais en plus grand, et voilà. Tu peux essayer de faire quelque chose, mais avec un meneur d'1m80, des extérieurs qui sont aussi petits que tes arrières, bah non, tu peux pas, quoi. Alex, Malo a parlé de Devin Booker. Il vit une saison particulière, Devin Booker, et on a eu les 3-4 premiers mois difficiles. Ensuite, il y a eu évidemment le Devin Booker sur la fin de janvier qui commence à se retrouver un peu. Pourtant, il n'est pas tant blessé que ça. Il rate assez peu de matchs. Enfin, comment tu juges ce début de saison de Devin Booker et sur quoi tu lui attribues cette baisse de forme? Alors, baisse de forme, bon, c'est léger, hein. Quand tu regardes les stats, c'est léger, très léger, hein. Ça reste un joueur. C'est Devin Booker, hein. C'est-à-dire que maintenant, quand il est en quoi, 26-5-5, quoi, ou 26-6-6, enfin, je sais pas, j'ai pas ses stats exactes en tête. Mais c'est ça, en gros, quoi, Devin Booker. Enfin, je sais qu'il y a 26 points et 6 passes, quoi. En gros, Euh, m- moi, en fait, il y a une légère baisse, surtout sur le début de saison, où j'étais un peu sur ma faim. Mais là, dans l'ensemble de la saison, moi, sa saison, je la trouve pas si mal que ça, étant donné le marasme dans lequel il joue. Ensuite, Bradley Beal, ils ont fini par le mettre sur le banc, mais il y a eu toute une période où il était titulaire. Et moi, je trouve que c'est une catastrophe à côté de Booker, Beal. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je comprends pas. En plus, j'ai entendu, là, on s'attendait à ce que Bradley Beal drive et tout, mais le meilleur drive de Phoenix, c'est Booker. D'ailleurs, cette année, il fait des vrais efforts là-dessus. Il va chercher des lancers. Et c'est un joueur vraiment bien plus intelligent que ce qu'on peut penser, qui a su faire l'été avec Team USA en jouant en mode limite en catch and shoot, sans toucher un ballon quasiment à part pour shooter. Après, il rentre à Phoenix, on dit ouais, bah en fait, Tyus Jones, c'est sympa, mais c'est bien pour monter la balle, mais à la création, on a vraiment besoin que tu t'y colles, donc il s'y colle. Il s'y colle avec talent, hein, Booker. Je veux dire, il a un vrai bon ratio assist-turnover, hein, Devin Booker. Attention, hein, c'est très sérieux. Euh, En plus, l'intérêt, c'est que ça te fait un mec à la main, enfin, poste 1 ou à la création assez grand, du coup, par rapport aux éventuels défenseurs qu'on veut lui coller et tout. Donc, il y a plein d'intérêts à faire ça. Donc, moi, sa saison, je la trouve pas si décevante, je la trouve pas ouf, mais j'ai pas envie de l'attribuer à lui pour une fois. Autant parfois en playoff par le passé, il m'a bien gavé. Autant là, j'ai pas trop envie de lui attribuer cette saison un peu parfois en demi-teinte parce que je pense vraiment qu'il l'est pas mis dans les bonnes conditions. Voilà. C'est une catastrophe pour lui d'avoir Bradley Beal. Tyus Jones, c'est un meneur sympa et tout, mais en fait, Devin Booker, je pense qu'il a besoin de presque
pas l'inverse de Tyus Jones, parce que la qualité de shoot à 3 points, ça nous plaît bien. Mais comme tu l'as très bien dit, Malo, Devin Booker, il a besoin de. Limite, je veux bien Chris Dunn, je veux bien, j'en sais rien, moi, un gars comme ça, quoi. Un Marcus Smart, je sais pas, le gars, il va moins bien shooter. Un Jalen Suggs dont parlait Greg tout à l'heure aussi. Jalen Suggs, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais là, jamais le Magic, il rigole. Magic, il dit ça, même Bradley Beal, ils en veulent pas pour Jalen Suggs, tu vois ce que je veux Contre dire? Kevin Durant, alors, qu'est-ce qui Ouais, se tu passe? vois, voilà, c'est ça, ils vont nous demander KD, tu sais. Non, mais Je fais le trade, mais non, en petite parenthèse, je fais tous les jours le trade. c'est le problème, c'est ça qui est moche. Mais en gros, c'est encore une erreur. C'est parce qu'en fait, on a pris ce qu'il y avait, donc on était content. Moi, le premier. Aujourd'hui, je critique pas Tyus Jones, hein. Je pense que le fait d'avoir chopé Tyus Jones avec le contrat qu'il a là, hyper pas cher et tout, c'était bien joué. Sauf que le problème, c'est qu'il ne règle pas certaines de nos limites, notamment athlétiques, comme vous l'avez dit. Une bonne option pour régler certaines de nos limites aurait été d'avoir un Jalen Suggs / Marcus Smart, moins fort, tu vois. Chris Dunn, c'est moins fort. Mais regarde ce qu'ils en font, les Clippers, tu vois. Ou un gars dans ce genre-là, moins fort au basketball, mais par contre, taille, qualité athlétique, défense, les sales missions, c'est pour lui. Tyus Jones, c'est pas trop son délire, ça. Derrick Jones, quoi. Derrick Jones Jr. Ouais. L'ailier. Ah ouais, ça serait incroyable. Là, moi, je pensais à un garde. Un garde. Ah oui, mais d'accord. un garde, quoi. Moi, je le fais jouer 2, hein, je m'en fiche maintenant. On a Oui, besoin de taille. moi aussi, je le fais jouer 2, bien sûr. Je Mais vois ce que tu veux dire, vous ouais. voyez ce que je veux dire. Mais genre, en gros, je mets Booker en 1. Et je mets Tyus Jones, il sort du banc. En fait, Tyus Jones, c'est un backup de Booker. Et j'ai un 2 ou un 1, comme vous voulez. Enfin, on s'en fout. Un mec qui complète la ligne arrière avec Booker, qui lui, il n'est pas là pour avoir le ballon. S'il met ses 3 points, c'est du bonus. Par contre, le meilleur arrière en face, il est dessus. Il est long, il est un peu athlétique, il vient se battre. J'en sais rien, moi. Voilà, il y a plein d'équipes qui ont ce genre de joueurs. Nous, on n'a pas. On n'en a pas. Nous, il faudrait demander ce rôle-là à Bradley Beal. Et là, c'est même pas pour critiquer Bradley Beal, c'est pas son taf, c'est même pas pour ça qu'il a été signé dans la ligue. Enfin, vous voyez ce que là, moi, je pense que ça, c'est un gros manque et que ça joue beaucoup contre Booker. Ça l'oblige. Il y a des matchs où Booker il est obligé de défendre le meilleur arrière adverse. Hein. Et de créer en attaque, ouais, c'est ça. Exactement. Les gars. Et sur 40 minutes. Et après, l'autre, il est là, ouais, on joue le titre. Bah non. non, tu joues l'infirmerie au mieux du mieux, quoi. Voilà, au et mieux du mieux. Booker se pète en mars. Enfin, bref, je préfère pas, tiens, je touche du bois, tiens. Non, mais vraiment, je suis très énervé. Ouais, mais à juste titre, hein, mais il y a quelque chose que tu disais, c'est que tu avais du mal à attribuer le mauvais début de saison de Devin Booker, ou en tout cas le début de saison un peu terne de Devin Booker à Devin Booker. Là-dessus, je te rejoins complètement. Moi, je me suis posé plein de questions sur Devin Booker en début de saison et jusqu'au mois de décembre. J'avais écrit un billet où je disais je laisse 60 matchs à Devin Booker pour me prouver que ça peut vraiment être la première option des Phoenix Suns à l'avenir. J'ai l'impression qu'il commence à répondre dans le bon sens et j'en suis absolument ravi. Malo, toi qui est tombé amoureux des Suns grâce notamment à Devin Booker, j'imagine que toi aussi tu n'attribues pas ce début de saison à Devin Booker. Tu penses aussi que c'est le fait que structurellement autour de lui ce soit vraiment la cata? Ouais, bah, le début de saison, c'était une des raisons qui expliquait qu'on a commencé à perdre, surtout au moment de la blessure de Kevin Durant, où bah, là, en fait, juste t'as pas le choix qu'ils mettent 30 points par soir et qu'à côté, ça rentre ses 3. Et les deux ne se faisaient pas, donc c'est sûr qu'il est une des raisons. Mais c'est vrai que là, depuis une quinzaine de matchs, je dirais, une grosse quinzaine de matchs, bah, c'est sûr qu'il est beaucoup mieux, et notamment à la création, où franchement, je trouve que cette année, il fait quand même un taf. Enfin, chaque match, tu vois 2-3 actions de lui qui va drive, ça marche pas, il trouve une passe dans le corner à l'opposé. Le mec est totalement tout seul et bah ça rentre ou ça rentre pas, mais en tout cas, enfin il trouve des passes que franchement les dernières saisons où il en trouvait 3 par saison, sauf que là c'est tous les soirs. Donc ça, pour le coup, ça marche très bien. Et limite au contraire, je dirais que depuis justement ces 15 matchs, c'est limite la raison pour laquelle on est encore à peu près en positif. Kevin Durant a longtemps été cette raison la saison passée et sur ce début de saison. Mais là, c'est limite plus Devin Booker qui est en mode bon bah heureusement qu'il est à ce niveau-là, parce que à côté, bah c'est pas du tout constant comme il faut. Et t'as un mec qui va sortir un gros match de temps en temps, mais des fois c'est compliqué. Justement, il est passé un peu d'une raison de pourquoi on n'est pas plus haut que 50%, mais là il est limite en train de devenir celui bon bah grâce à toi on reste à 50%. Et donc ouais.
c'est bon signe pour la suite et je pense on reviendra dessus plus tard. Mais ouais, ça montre qu'il y a un problème parce que bah tu peux pas, enfin tu restes au même nombre de victoires limite avec ton franchise player qui passe de, on va pas dire mauvais non plus, mais qui passe de en méforme à en bonne forme quoi. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. On en a déjà parlé un petit peu, mais oui, c'est que ça va pas quoi. Moi, je vous rejoins complètement sur ce constat. C'est vrai que le début de saison, moi, j'avais surtout l'impression qu'il était complètement paumé dans son rôle. En fait, un peu comme Bradley Beal l'an dernier avec Frank Vogel, qui avait vraiment pas de rôle et qui était paumé. Là, cette saison, j'avais l'impression que Budenholzer avait à cœur de faire jouer Bradley Beal dans le rôle de Bradley Beal, donc scoreur, etc., qui prend les shoots, qui agresse, etc. Kevin Durant dans son rôle à lui, les autres joueurs autour dans leur rôle à lui, mais qu'il n'avait pas particulièrement dessiné quelque chose pour Devin Booker et que Devin Booker était un peu lésé finalement par rapport au reste de l'équipe. Difficile d'imputer ça à Budenholzer à proprement parler parce que on ne peut pas dire qu'il est l'équipe la mieux structurée pour composer un basket agréable à regarder, mais le repositionnement de Booker aujourd'hui en meneur réel ou en tout cas en créateur, initiateur de l'équipe, ça lui change complètement la vie. Ça change la vie de Budenholzer et ça change la vie de Devin Booker. Et déjà, moi, je crois beaucoup à la doublette Budenholzer et Devin Booker. J'aimerais beaucoup que Bud ne parte pas cet été, mais on en reparlera en fin de saison. Mais surtout, je suis content de retrouver Devin Booker, j'allais dire presque au poste 1. Et je te rejoins, Alex. Pour moi, Devin Booker, aujourd'hui, c'est un poste 1 de la même façon que James Harden est devenu un poste 1 à la fin de sa L'année carrière. dernière, il jouait 1. Ouais, l'an dernier, il jouait 1. Il jouait 1 d'ailleurs contre l'avis de Frank Vogel. Souviens-toi, Frank Vogel voulait faire de Bradley Beal son meneur. Et Kevin Durant avait dit en conférence de presse, non, notre meneur, c'est Devin Booker. Bah ouais, même Bradley Beal était d'accord. Hein. C'est le meilleur créateur des trois. Hein. Ouais, de loin. Et de très loin d'ailleurs. Là, on est vraiment à un niveau cette saison. Moi, j'ai l'impression qu'il peut taper le 10 passes de moyenne sur une saison complète. Par exemple, si la saison prochaine, il est bien entouré, ou à peu près bien entouré par des joueurs qui mettent les paniers, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui peut tourner à 10 passes par match. Et du coup, ça change beaucoup de choses, parce que s'il est plafonné sur le scoring à moins de 28 points, mais par contre qu'à côté, il nous fait 10 ou 11 passes par match, c'est plus du tout la même donne pour Devin Booker et le futur des Suns. Et en parlant de futur des Suns, je vais vous lancer sur la deuxième partie de ce podcast, qui est un peu comment on entrevoit les choses pour Phoenix. Mais on a donc un Devin Booker qui pourrait nous poser des questions sur le fait qu'il reste ou pas cet été en fonction de la structuration de l'équipe, qui a quand même un contrat avec une extension qui l'amène quand même, je crois, jusqu'à 2027-28, voire peut-être plus, à Phoenix. On sent qu'il est très attaché à l'Arizona et qu'il est ancré ici, plus qu'au Michigan, la terre d'où il vient. Et puis surtout, on voit que c'est un joueur autour duquel c'est pratique de construire parce que tu as un initiateur primaire. C'est pas un finisseur, c'est un initiateur primaire et c'est quand même plus pratique de construire autour de ça que de construire autour d'un pivot élite en défense ou de ce genre de choses. Il sait faire les deux, hein, Booker. Il peut finir aussi. Il sait vraiment Ouais. faire les deux. Il est Ah vraiment ouais, de combo garde qui sait faire les deux. Absolument, ouais, absolument. C'est juste qu'il n'est pas encore au niveau élite du top 5 NBA, mais effectivement, il peut faire les deux à la façon de ce que fait Tatum à un niveau supérieur maintenant à Boston, de ce que fait Luka Doncic aux Mavs et sans doute à Los Angeles, etc. Et c'est un peu le même style de joueur, mais il a encore du mal à percer le plafond que ces joueurs-là ont percé, eux, de leur côté. Moi, je voulais vous poser une question simple. Cet été, il y a le cas Kevin Durant, et le combo Kevin Durant-Devin Booker, pour moi, ne marche pas. Donc, ce sera ma première question, c'est est-ce que vous trouvez que ce combo marche? Est-ce que vous trouvez que ce duo fonctionne? Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous gardez Kevin Durant ou est-ce que vous le tradez? Alex, je t'en prie. Tu trouves que ça marche pas? Ouais, ok. Moi, je trouve que ça marche pas parce que je trouve que l'attaque ne s'arrête pas quand Devin Booker a le ballon. Par contre, elle s'arrête quand Kevin Durant a le ballon. Et le problème, c'est que quand il a le ballon, certes, quand il shoot, c'est très rentable et c'est très efficace, mais il y a toutes les pertes de balles aussi. Et Kevin Durant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y en a trop. Et le problème, c'est comme on n'a pas une bonne défense de transition, eh ben, c'est très difficile pour nous de gagner au jeu des possessions. J'ai pas. Ok. Non, j'entends. Je te dis pas que c'est le duo le plus complémentaire de la Terre. Je dis pas ça parce que les deux sont très mid-range en plus. Plus que 3 points, même si KD a 3 points, il rigole pas trop. Hein. Ça rentre, hein, on aimerait bien le voir en prendre 10 par match, mais bon, bref, c'est voilà. Et Booker, le 3 points n'est pas son tir préféré, donc je suis d'accord que ça, dans la NBA actuelle, c'est un peu chelou. En revanche,
en termes de qualité offensive et je sais un peu tout faire et beaucoup de choses très bien en attaque, Kevin Durant est un des plus grands attaquants de tous les temps. Et Booker est un attaquant élite qui a été All-Star plein de fois. Donc, pour moi, le vrai problème, hein, et on ne pourra pas le résoudre, et Matisse Bia pourra rien faire, James Jones pourra rien faire et tout, c'est pas vraiment l'histoire de complémentarité Booker-KD. C'est de ne pas avoir compris que ça suffisait et qu'il fallait construire autour et qu'il fallait surtout pas rajouter un troisième pseudo-Bullhandler, pseudo-ex-All-Star Bradley Beal. C'est même pas de sa faute, encore une fois. Juste là, voilà. La grosse erreur, elle est là. Je pense que vraiment, à la place de Bradley Beal, t'aurais, j'en sais rien moi, des joueurs plus modestes techniquement, mais t'aurais comme plein d'équipes ont fait les choix. T'aurais des OG Anunoby, tu sais quoi, des Najee Marshall comme à Dallas là, ou il y en a plein, la ligue. Camara. En avoir deux. Oh là là, me dis. Énerve-moi. C'est l'indice. Il n'y avait aucune urgence à foutre Toumani Camara pour aider les Blazers à trader Lillard et tout. Il n'y avait aucune urgence. Il fallait rester ferme sur les appuis. Il fallait dire, les gars, nous, on veut bien filer Ayton pour aider. Par contre, il va nous falloir Grayson Allen. Par contre, Toumani, c'est hors de question. Toumani Camara, c'est que sa deuxième saison dans la ligue, il serait aujourd'hui plus utile aux Suns de Booker et KD que ne l'est Bradley Beal. Donc, bon, vrai sujet, au-delà de la complémentarité Booker-KD qu'on peut discuter, mais la complémentarité Harden-Chris Paul, elle n'était pas si évidente que ça. La complémentarité Tatum-Brown, il y a plein de fois, on s'est dit, les managements ont entouré leur duo. Tatum Brown, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas des Bradley Beal, hein. Il prend Derrick White et Jrue Holiday. Vous voudriez pas avoir Derrick White et Jrue Holiday là, avec Booker et KD là? Tu parlais d'un meneur capable de défendre les grands. Tiens. Jrue Holiday, Voilà. je lui donne le clé de ma maison, je lui file mon appart. Voilà, c'est ça dont je parle. En gros, donc on en revient souvent au même sujet, c'est que la complémentarité Booker-KD, je suis d'accord, elle est pas folle. C'est pas Jokic-Murray, quoi. Tu vois, c'est pas c'est pas à l'époque Giannis et Middleton, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. C'est clair, on est d'accord. Mais tiens, Giannis et Middleton, c'est marrant parce qu'ils avaient Jrue Holiday, dis donc. Ils avaient pas Bradley Beal. Hein. Bref, j'arrête parce que ça m'énerve. Mais concrètement, le sujet, il est vraiment dans la construction. Et c'est là qu'ils sont coincés. Et c'est là que ça me fait très peur parce que je pense qu'effectivement, pour sortir de l'impasse, il va falloir un peu bottom. Et pour bottom, il faut commencer par vendre l'asset qui peut te rapporter le plus de pics. Donc, sur le papier, ce serait Booker. Mais je pense qu'ils ne le feront pas, ou sauf si Booker demande. Et donc, ce serait KD. Ça va pas être Bradley Beal, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Bradley Beal, je pense qu'on l'a jusqu'au bout parce que les mecs vont nous regarder et ils vont pas le prendre, en fait. Pourquoi le prendre? Enfin, c'est compliqué. Et donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Et le deuxième problème, c'est le mauvais choix, quoi. Ayton était plus complémentaire de Zio que Nurkic, même si Ayton, il nous gavait, c'était quand même plus complémentaire. Plus athlétique, plus vertical, plus défensif, enfin bref, plein de choses, même si Ayton il gave, hein, mais il gave. Que Nurkic, moi je l'aime bien Nurkic, hein, mais il pouvait pas jouer, c'est pas possible pour lui de jouer avec Durant et Booker. Ouais, c'est impossible, absolument impossible. Donc voilà, plein de trucs comme ça, mais en gros voilà, moi la complémentarité Booker-KD, j'ai pas trop de problème, ça me va. Je suis pas genre en train de sauter au plafond, mais franchement, je pense que si tu mets un gros meneur qui défend, un mec comme Ryan Dunn qui se développe et un pivot rim runner, là, comme ils sont allés chercher, peut-être un peu mieux, mais Nick Richards, c'est pas si dégueu. Déjà, t'es beaucoup mieux équilibré. Et du coup, par contre, faut pas avoir Bradley Beal sur le banc. À la place de Bradley Beal, faut avoir plusieurs gars, en fait. Ouais, Royce O'Neal, Grayson Allen et Monte-Morris, d'ailleurs, très bon. Ouais, ça va, Monte-Morris, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Limite, moi, j'en ferais plus mon titulaire que Tyus Jones, mais... Ouais, parce que ça agresse plus la peinture, ouais. Je le trouve plus complémentaire, finalement, mais bon, après, voilà. Mais en gros, voilà, malheureusement, c'est un problème de construction, et parfois, regardez les Clippers. Les Clippers, ils ont essayé aussi avec deux ailiers, combo, Paul George, on ne sait pas trop, c'est un 2, c'est un 3, Kawhi joue 3-4, c'est un peu une configuration, ce n'est pas les mêmes joueurs, hein. C'est les joueurs qui... Mais parce que Kevin Durant, il n'est pas si mauvais en défense. Hein.
Ah non, Et non. Devin Booker, quand il met les efforts, c'est correct, hein. C'est pas Kawhi et Paul George, mais je veux dire, ils avaient ce problème un peu. Ils avaient une moins bonne création, du coup, les Clippers, parce que pour le coup, je pense que Booker, il les bouffe tous en création. Ouais, Tous, clairement. il les bouffe. Mais par contre, ils avaient été plus malins. Ils t'ont ajouté des mecs qui défendent autour, des Batum, Tiens, Nico Batum. Tiens, moi je veux bien avoir Nico Batum dans mon équipe là aujourd'hui. Expérience, défense, faut dire. Il y en a plein la ligue. Et nous, il n'y en a pas trop chez nous en fait. Non, mais nous, c'est vrai, hein. Il y a Royce O'Neal qui est paumé dans Royce l'effectif. O'Neal, moi, j'aime pas du tout Royce O'Neal, hein, perso. Moi, j'aime pas Ah, du c'est tout. intéressant ça. J'aime pas son attitude, j'aime pas sa mentalité. Je le trouve un peu trop petit sur son poste. Je le trouve très surcoté en défense. Ça, c'est pas faux. Bon, il met ses 3 points là cette année, mais c'est pas le cas tous les ans. Mais cette année, il met ses 3 points, donc ok, très bien. Et je suis pas fan du tout de Royce O'Neal. Moi, jamais été. J'ai toujours trouvé Intéressant. irrégulier et tout. Je suis pas, non. Pas titulaire pour moi. Je suis très content que Budenholzer en fasse pas trop un titulaire. Bon là, il va sûrement le faire un peu plus, mais bah, bref, on va voir. Mais non, je suis pas. Ouais, non, pas Royce O'Neal. Moi, je le trade tous les jours à la deadline, hein, moi. Tous les jours, j'essaie d'arnaquer un gars, quoi. D'avoir. Je sais pas qui est-ce qui a bougé un peu en Swendy à la deadline, là. Bah, pas grand monde, hein. En Non, non, ça Swendy, bouge pas les Swendy, hein. C'est Il y a belle non. valeur, Finney hein. Smith un peu plus tôt, mais Comment? Euh, il y a Finney Smith un peu plus tôt. Ouais, c'est Voilà, bah ça, ouais. tiens, tous les jours, je prends Finney Smith à la place de Royce O'Neal, hein, mais alors tous Ouais, les je crois jours. aussi, ouais. Je crois Tous aussi, les ouais. jours. Je Tous crois les jours. aussi, ouais. Malo, je te relance sur le duo Kevin Durant, Devin Booker, parce que moi, je suis du coup je suis de ceux qui pensent que ça fonctionne pas très bien. Euh, enfin, ouais, ça fonctionne pas très bien, mais pourtant, j'adore les deux joueurs. Toi, Malo, comment tu vois la situation Booker-Durant? Est-ce que tu penses que c'est un duo qui peut fonctionner à l'avenir, ou est-ce que tu penses que le problème structurel démarre avec l'arrivée de Kevin Durant? Bah, moi, je vais rejoindre Alex sur ça. Je pense que le duo marche s'il est bien entouré, et là, c'est pas le cas. Et bah, comme il l'a dit aussi, en fait, tu peux plus, entre guillemets, bien l'entourer avec l'état actuel de ton équipe, en fait. Et donc, bah, du coup, je vais répondre non parce qu'il n'est pas complémentaire dans ces Phoenix Suns-là, et tu ne peux pas régler le problème. Donc, enfin, le problème est là. Je pense qu'il est complémentaire parce que, notamment, on a vu dans la première saison en playoff où bah, ils avaient joué 10 matchs ensemble même pas avant d'arriver en playoff, et ok, les deux joueurs dont Booker sont sur un niveau vraiment stratosphérique, mais à côté c'était vraiment faible. Et t'avais des Josh Okogie, bah, on l'aime beaucoup, on en a bien parlé, mais qui devait prendre presque 10 tirs par match parce que juste t'avais personne. Et donc bah, en fait, pour le coup ça marchait bien, et même si les deux étaient vraiment à un niveau très très élite, bah en fait ça marchait bien parce que bah, les deux en fait ils se posaient pas trop de questions, ils jouaient leur jeu, et en fait c'était limite chacun son tour, et ça marchait sur, voilà, ça a causé des problèmes à notamment aux Nuggets qui bah on leur a quand même pris 2 matchs, quoi. Donc je pense qu'il y avait un truc à faire, mais malheureusement oui, tu t'es condamné avec une équipe qui ne marche pas. En fait là pour le coup ça les rend pas complémentaires parce que bah il manque les profils dont tu as besoin à côté, et t'es beaucoup trop limité derrière. Donc oui, c'est sûr que ça marche pas, et il y a ce côté avec Kevin Durant aux Suns où comme ça ne marche pas, en fait, il va prendre les choses en main par lui tout seul. Il va aller, bon bah il va aller te faire ses ISO, il va aller te marquer ses points parce que bah c'est Kevin Durant, et que bah, il est juste trop fort et que tu pourras jamais l'empêcher de tourner à 50% à mi-distance. Sauf qu'en fait, bah quand il fait ça, le jeu s'arrête encore plus, et c'est là où je pense que Greg, tu vas être d'accord avec moi et tu vas me rejoindre, c'est qu'en fait il veut être la solution en bah justement en marquant ses points parce que l'équipe en est pas capable, et ça bah c'est très bien et heureusement qu'il fait ça. Sauf qu'en fait l'équipe à côté n'essaye même plus de faire de se démarquer, d'essayer de faire des écrans sans ballon pour trouver un mec tout seul dans le corner et tout. Et juste en fait ça rend le jeu beaucoup plus facile à lire pour les défenses adverses, parce que bah Kevin Durant a quand même 36 ans, donc sur les premiers pas sur machin il est beaucoup moins explosif, et bah, notamment sur l'attaque de cercle où on voit qu'il est moins bon qu'avant, tout simplement, et que juste tu lui colles bah, ces mecs-là dont on parlait tout à l'heure, que toutes les équipes en ont sauf nous, des grands 3 qui vont aller le coller toute la possession, voilà, il y en a un deuxième qui va arriver, et juste ça va bah, totalement figer l'attaque, et Durant bah, va continuer à marquer, mais va perdre des ballons, va essayer de s'en sortir en trouvant un coéquipier bah, qui s'attend même pas à avoir la balle limite, et du coup bah, ça ne marche pas. Et donc, ouais, je pense que c'est plus parce que l'équipe ne marche pas que ce duo ne marche pas. Mais bah, dans les faits, l'équipe ne marche pas. Donc le duo, je sais pas si c'est pas complémentaire. En tout cas, il ne marche pas au Sun. C'est ouais, comme l'a dit Alex. Je pense que le seul moyen
d'améliorer la situation, bah, c'est de trade pour récupérer des meilleurs assets. C'est, bah, enfin, à part si tu trades Booker, mais enfin, t'as pas envie en fait de le trade si t'es la franchise, bah du coup tu te tournes vers l'autre et c'est qui dit quoi. Donc je pense que tu vas pouvoir confirmer la fin de mon propos, Greg, j'imagine. Bah moi, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que KD va partir, à mon avis, cet été. C'est la seule solution que Phoenix a dans son escarcelle, comme on disait en 86, pour restructurer autour de Devin Booker. Donc, c'est la deuxième certitude, c'est qu'on va reconstruire théoriquement autour de Devin Booker, sauf coup de massue, grande surprise, Devin Booker s'en va lui aussi, soit par le fait de Matisse Bia et de James Jones. Si James Jones est encore là cet été, c'est encore un autre sujet. Mais théoriquement, on a une reconstruction qui va s'amorcer autour de Devin Booker. Il y aura sans doute Bradley Beal dans les parages en sortie de banc vraisemblablement, puisque à mon avis Budenholzer sera encore là la saison prochaine. Je vous laisse me confirmer vos avis là, sur ce sujet. Et il y a une dernière chose sur laquelle on est tous d'accord, tous les trois en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il faut à côté de Devin Booker un profil défensif hargneux au poste 1 ou au poste 2. Donc on a Kevin Durant dehors, un poste 1 ou un poste 2, ou en tout cas un guard à côté de Devin Booker qui soit hargneux, profil Jalen Suggs. Il nous faut donc un poste 3, un poste 4 et un poste 5. Alex, est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as des noms que tu aimerais voir dans cette équipe? Bah, en fait, si tu trades Kevin Durant à l'été, là, je sais pas, il gagne combien? Il a un gros contrat, Kevin Durant. Donc, de 50. toute façon, il va falloir que tu trouves des équipes qui te proposent soit un gros joueur avec un contrat équivalent, tu vois. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été dans des rumeurs, parce que ça aurait pu servir à faire venir Butler. Ou alors des équipes qui te proposent plusieurs joueurs pour faire le compte, ou alors des trades à plusieurs, ce qui est probable aussi, dans lequel tu vas essayer d'avoir des pics et des jeunes joueurs. Je pense que tu vas jamais récupérer le niveau de talent de Kevin Durant, hein, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il te faut ouais, tu l'as dit, donc un poste 1 ou 2 garde qui va être capable. Le problème, c'est que du coup, t'en fais quoi de Bradley Beal? Bradley Beal, il reste sur le banc dans ce cas-là? Ouais, ok. Bradley Beal sur le banc. Moi, je pense que Ryan Dunn doit être titulaire et doit progresser. C'est un jeune joueur. On verra ce que donne Nick Richards. Je pense que Grayson Allen, ça doit rester sur le banc. Je pense que Royce O'Neal doit être tradé. Et après, on verra pour les autres joueurs, Monte Morris, tout ça et tout. Donc, en gros, ça se joue sur le trade de Kevin Durant. Et donc, faut voir, là, quand tu trades Kevin Durant, tu t'adresses pas à Kevin Durant de 36-37 ans. Tu t'adresses pas à des équipes en full rebuild, parce que si tu es en full rebuild, t'as pas envie d'avoir le salaire de Kevin Durant, et puis Kevin Durant, il va pas avoir envie de rebuild, enfin, tout ça, ça marche pas. Donc, tu vas t'adresser à des équipes qui sont en train de progresser et qui tout d'un coup se disent, putain, si on met Kevin Durant dans l'aile, le Thunder, ils vont passer à la trappe en demi de conf, voilà, tu vois, genre les Rockets. Les Rockets, moi je parlais tout à l'heure de Orlando, on est sur ce genre d'équipes qui sont Orlando, dans une ascension. En termes de poste, c'est pas ce qui les arrange le plus. Mais, parce que si tu veux, c'est déjà là où ils ont leurs deux meilleurs joueurs. Et je les vois pas du tout nous enfiler un des deux. Après, ça sera avec plaisir. Mais, Ah ouais, Franz Wagner à côté de Booker. Ouh là 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 même là. Booker, Oui, oui. mais tu vois, Évidemment. genre, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois plus à des équipes comme ça, tu vois, Rockets, Grizzlies, des équipes en gros où dans l'aile, ils vont se dire, oh putain, nous en fait, en termes de talent, ça nous change la life. Et en plus, il est un peu vieux, il joue moins vite en défense et tout, mais c'est pas grave parce que là, pour le coup, on a tout ce qu'il faut à mettre autour. Et là, tu as des trades faisables parce que tu as des équipes qui vont pouvoir te filer plusieurs joueurs avec des contrats corrects et des joueurs où toi, tu vas te débrouiller avec. Tu vas, comme j'ai dit, jamais tu vas récupérer le talent. Mais je sais pas, imagine. Bon, les Rockets sont l'air plus chauds sur Booker, mais imagine, ça les intéresse Durant. Moi, je suis chaud pour avoir. Bon, Amen Thompson, je pense que maintenant, ils le lâcheront plus, ça se voit trop. Mais même des Tari Eason ou tout un tas de gars comme ça qui vont venir se shawat pour toi et qui vont venir, tu vois, ce genre de profil. Comment tu organises ça? Est-ce que c'est faisable à 2 équipes? Je pense pas. Donc, tu as 3 équipes qui rentrent en compte. Qui est-ce que tu mets dans la boucle avec toi? Je pense que tu as d'autres équipes qui peuvent être intéressées, genre Portland, je sais pas. Les Pistons? Les Pistons, est-ce qu'ils en sont assez loin dans leur reconstruction pour se dire, je ouais, sais c'est pas, c'est maintenant, pas on mal, prend hein. Kevin Durant et on va tabasser l'Est?
parce que c'est un gros salaire après, tu bousilles un peu ton équipe, quoi. Faut gagner, Ouais, quoi. c'est le plus gros cap space de la ligue, là, pour l'instant. Enfin, Oui, c'est le plus spacieux. mais est-ce que tu as envie de tout mettre sur Kevin Durant, toi, qui a 37 ans, quoi? C'est ça que je veux dire. Ouais. Je sais pas, parce que là, faut Qu'est-ce que gagner, t'en quoi. vois, quoi? Alors, qu'est-ce que t'envoies? Bon, moi, je veux bien prendre Osar Thompson, machin. Ah oui, de toute façon, ça va être ça le trade de Kevin Durant, hein, les Ouais. gars. Faut être prêt, hein. Donc, c'est ça que j'essaierai de faire, un ou deux ou trois joueurs, plus quelques pics qui rentrent en échange de Kevin Durant. Tu y perds beaucoup en talent, mais tu essaies de construire un peu plus au moins que parmi les deux ou trois joueurs que tu chopes, qu'il y en ait au moins un où tu te dises, OK, lui, dans l'aile, je vais le mettre sur le terrain et au moins avec du Booker, avec du machin, ça va apporter vraiment, il y a une petite complémentarité. Mais ce dont on parle là, c'est d'une équipe qui joue rien du tout à Phoenix. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Là, on est en train de parler d'une équipe qui joue rien du tout, parce qu'en termes de talent à l'Ouest, si tu enlèves Kevin Durant et que tu récupères des role players, tu vas faire Bon 12e. courage. Oui, Tu oui, vas bon faire 12e. courage. Et c'est là où on en arrive au cas Booker que tu évoquais tout à l'heure, moi, ma question, c'est, ouais, il a l'air fidèle, hein. Il a l'air au taquet avec Phoenix et tout. Il est arrivé jeune et tout ça, mais quand même, hein, au bout d'un moment, est-ce que lui il va pas, ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui va dire, mec, mais pourquoi t'es pas dans le projet des Mavs ou des Rockets ou de je sais quelle équipe comme ça qui est on the rise et qui peut vraiment t'emmener là où tu as envie d'aller Après tout ce que tu as fait. après tout ce que tu as fait. Et honnêtement, si demain à l'été là, Durant se fait trader mais que Booker il dit les gars, oh, moi Moi aussi. ça y est, j'arrive à 30 piges, j'ai pas envie de 28 29, j'ai pas envie de me retaper une reconstruction. Nous les fans là, on va rien pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ouais, il nous laisse et tout, bah non. Mec, il a vécu combien de belles saisons en fait au Suns lui? Il en a bouffé de la merde, hein. Ben, c'est ce qu'on disait, Faut reconnaître, hein. c'est ce qu'on disait la semaine dernière dans Ah la ouais? FAQ, c'est que il a vécu. Tu sais, souvent on dit ouais, le Thunder avant d'arriver à ce niveau, ils en ont vraiment chié et tout, mais en vrai, il y a 2 saisons de tanking au Thunder avant que les Thunder redécouvrent le playoff. Devin Booker, il y a 5 saisons. Il y a 5 saisons à partir de sa draft où ça fait des résultats très négatifs. Il n'y a pas une seule saison au-dessus des 27 victoires sur les 5 premières saisons de Devin Booker aux Suns. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Là, tu lui dis, frérot, on va encore en faire 2 pour espérer. Il est dans son prime, hein. Il Ouais, est dans son prime. ouais. Donc là, c'est bon. Moi, j'espère qu'il soit fidèle. Je pense que Malo, je vais te lancer sur le sujet de est-ce que Devin Booker va rester cet été et comment tu l'entoures. Mais à mon avis, ouais, il y a ce truc du risque, quoi. Bah, ouais, le truc, c'est sûr, comme Alex l'a dit, bah, en fait, on comprend et tu peux rien dire. T'es juste, ok, bah, on va te trader, dans 2 semaines, t'es parti parce que, bah, merci pour tout, en fait. Limite, on va le remercier. Mais je sais pas s'il laisse une dernière chance. Pour moi, il y a un truc à faire. C'est quand même, enfin, c'est très, très optimiste, mais bon, j'ai toujours besoin de chercher la meilleure option pour croire que ça va bien. Mais, non, ouais, bah, c'est sûr que le trade de KD, il est un peu obligatoire de le faire parce que dans tous les cas, tu le perds probablement la saison d'après parce qu'en 2026, il est libre. Donc si t'as toujours pas un projet clair et construit autour de ça, bah tu risques de le perdre. Après, est-ce que tu arrives par miracle à le faire prolonger limite sur 2 ou 3 ans et en fait, bah, au lieu de prendre 50 la saison, il en prend 20-30? Je suis pas sûr. Pour le coup, ça m'étonnerait. C'était des choses qui étaient en discussion, notamment une prolongation l'été dernier, je m'en rappelle. Mais là, je pense pas que, avec ce qui s'est passé à la deadline notamment, je pense pas que ce soit encore au goût du jour. Mais donc, ouais, le trade de KD paraît pas oui, il paraît inévitable en fait, parce que c'est ton seul moyen de récupérer des choses intéressantes. Moi, j'avais une option que je regardais là, c'est les Wolves. Je les vois bien bouger en fait, parce que bah ça marche pas, ils arrivent pas à gagner d'ici. Tu veux Julius Randle? Le Bah, duo c'est ça. Booker-Randle, et pourquoi C'est pas? même ça, un peu le truc. Parce que voilà, je regardais, je me dis, ah, quand même, putain, un Nickel Alexander Walker à côté de Booker, bah, on parlait de ce jour-là. Bah, ça, je le signe tous les jours. Si on arrive à choper un Nasrid, je le signe tous les jours. Mais je pense que tu es obligé de te taper Julius Randle et ça, par contre, grosse flemme. Mais voilà, ouais, une équipe comme ça où tu récupères, ouais, 2 ou 3 joueurs, qui collent bien et qui vont être titulaires ou 6e homme et qui vont apporter. Et après, il y a aussi ce côté où, en fait,
pour le coup, ça peut faire partir Booker d'être autour de la 10e, 11e place. Bah, par contre, il y a un monde où ça peut faire péter Bradley Beal. Et même si bah, t'es obligé enfin, c'est toujours compliqué de le trade parce que bah, quelle équipe voudra le prendre en fait? Bah, juste, en fait, on va rien demander. Et au pire, on le cuttera comme a dit Alex, mais bah, ça t'enlèvera un poids et notamment, je sais pas comment ça se passe dans ce sens-là, mais sa player option du coup sauterait. Je sais pas si elle sauterait si on le cut 6 mois avant sa player option. Pour le coup, ça Je sais pas comment non ça marche. plus d'un point de vue du CBA, mais c'est intéressant ce que tu dis, Malo, le Mais côté. d'un côté où ça marche comme ça, bah, en fait, hiver 2026, bah, en fait, on n'a plus Kevin Durant, on n'a plus Bradley Beal, donc on a un niveau flexibilité là. Pour le coup, par contre, on est 100 millions. beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. C'est allez, la moitié presque du cap space. Donc c'est très très important. Après, je sais pas si c'est possible et voilà, peut-être qu'en fait, bah, sa player option s'active automatiquement et pendant 1 an et demi, tu tapes 50 millions sans avoir le joueur et ça c'est moins Ouais, cool. c'est ça, hein, je pense. Je pense que quand tu Ouais. cuttes le mec, tu payes son salaire. Ouais, jusqu'au bout. En tout cas, toutes les années garanties, ouais. Mais à mon avis, vu le contrat, si le mec a une no trade clause, à mon avis, toutes les années sont garanties. Je pense que, mais voilà, je pense que ça peut être un pourquoi pas. Après, je pense que Bradley Beal, on va se le coller encore longtemps, malheureusement. Mais ouais, le trade de KD, j'étais pas forcément chaud ces derniers temps, et notamment à cette deadline-là. Mais par contre, ouais, cet été, bah, t'es pas obligé, mais si t'as envie d'avoir un avenir dans 2-3 ans, t'as pas trop le choix, quoi. Non, mais l'option, c'est vrai, ce que tu dis, Malo, c'est que effectivement, l'option d'aller contre KD, choper un autre gros joueur ex-All-Star un peu à risque, c'est possible. Là, on était sur Butler, il y a un peu de ça. Butler, on sait qu'il y a du risque, il peut ne pas être content. Tu cites Randle, bon bah Randle, on sait qu'il y a du risque, effectivement, mais ça reste un assez fort joueur. Je pense que malheureusement pour lui, il a subi ce trade à Minnesota et je pense que Minnesota, c'est un des pires fits pour Julius Randle. Parce qu'en fait, entre Conley, qui est plus haut niveau, et Anthony Edwards, qui pour le coup n'est pas du tout un initiateur-créateur comme Booker, par exemple, ou comme l'était Brunson chez les Knicks. Enfin, il fait des passes, notre ami Anthony Edwards, mais c'est moins son délire. Il est plus dans le côté athlétique. Là, en plus, il s'est mis à shooter à 3 points. Il attaque moins le cercle et tout. Enfin, moi, j'aime pas trop sa saison, perso. Enfin, je suis moins fan tout d'un coup. Mais je pense que ça correspond aussi à l'arrivée de Randle, qui lui enlève du spacing. Enfin, tout se complique, mais du coup, en fait, ils sont pas du tout complémentaires. En fait, Minnesota, pour des raisons de salary cap, ils ont fait vraiment de la grosse merde sportive, clairement. Les Suns viennent de le faire aussi, donc on sait de quoi on parle. Et oui, il y a ce genre de trade, ouais, du Randle, où on sait pas, on va voir, on va attendre de voir, par exemple, si une équipe un peu sérieuse se fait bien tabasser en playoff et que du coup, il y a un gros joueur un peu qui en a marre, ça a envie de se casser ou pas. Faut tout de suite être à leur chevet, quoi, pour dire, bah nous, on a Kevin Durant éventuellement, on a Bradley Beal vraiment si vous êtes chaud, mais sinon on a Kevin Durant, tu vois. Je pense, il peut y en avoir, il y en a tous les ans en fait, des grosses équipes, enfin avec des gros joueurs, où ça merde, et du coup ça fait un trade un peu chelou dans l'été qui vient. Bah là, voilà, on vient de voir le Heat s'embrouiller avec Butler. Bon, le Mavs Lakers, là, autour de Doncic, on l'avait pas vu venir, mais Butler, ça fait un moment qu'on le voit venir, qu'il va se casser, quoi. Bon, bah là, ça y est, c'est effectif, quoi. Même Fox, les Kings ont été obligés de se séparer de Fox. Ouais. C'est sur ce genre d'occasion qu'il faudrait être capable de sauter. C'est cuit là pour Fox, mais c'est dommage parce que. Tu vois, personnellement, je préférais, même si je suis pas un fan absolu du joueur, je préférais 1000 fois avoir Brandon Ingram que Bradley Beal. Oui. Par exemple. Bah, ne serait-ce que pour la taille. Voilà. Espérons que les Spurs peut-être ne s'entendent plus avec Wembanyama. Ouais, ou je sais pas, genre aux Raptors, ils ont besoin d'en lâcher un. Ouais. Donc tu prends, bon, ça serait RJ Barrett, mais bon, à la rigueur, je préfère à Bradley Beal aussi, en fait. Et enfin, voilà, après, je sais pas s'ils acceptent Bradley Beal, eux, mais s'ils veulent KD contre RJ Barrett, ça va vraiment faire mal. Ouais, grave. Ça va gratter, hein. Je suis pas sûr de faire le trade. Oh la vache, ça va gratter fort. Enfin, qu'ils ajoutent des contreparties de malade. Mais en gros, ce genre d'équipe, bon, les Raptors vont pas faire les playoffs et tout, mais tu as les équipes de playoffs qui vont peut-être rater leurs playoffs et avoir envie de changer une grosse pièce. Là, je cherche un peu qui c'est qui pourrait. Les Pacers, non, les Pacers, ils vont pas changer de pièce. Les Bucks,
bah, ils ont plus vraiment de pièces. Enfin, les Ouais, c'est Lillard ça. et Les Bucks, Giannis, ça me ça va paraît pas compliqué trop maintenant. bouger. Qui rate ces playoffs là? Les Sixers. Mais les Sixers, est-ce qu'ils vont faire tout péter là? Ils vont vouloir nous filer Paul George. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'on a trop envie de voir à Phoenix. Non. Oh, le Big Three, Paul George, Bradley Beal, Booker. Oh là Oh là 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 là. là. Ouais, Non, mais non. il y a Mais vous peut-être voyez, c'est ce genre de. Je l'ai pas, je l'ai pas l'exemple, mais c'est il y a ce peut-être genre les de profil. Clippers, Mavs, Kings. Ouais, Tu sais que les Kings, ils aiment tellement le mid-range entre Lavine, DeRozan, etc. Bon, Lavine est devenu un vrai super shooter à 3 points. Dis donc, ouais, t'es dur, hein, parce que Lavigne, il shoot bien. Hein. Ouais, là, c'est même assez incroyable cette saison. Je suis vraiment très heureux pour lui. Et d'ailleurs, assez dégoûté qu'on n'ait pas réussi. Parce qu'il y a eu un moment où les Suns, ça parlait de Lavine et j'aurais bien aimé. J'aurais vraiment bien aimé. Je À me la demande place même de si. Bradley Beal, ouais, je suis Ouais. grave chaud. Ah ouais. Ouais, vraiment, le leap est considérable. Mais est-ce que les Kings font pas un petit, je sais pas, Sabonis Durant? Je sais pas. Je suis absolument sûr qu'ils le font jamais. Mais moi, je prends rêver, Sabonis. hein. Je prends Sabonis. Et je pense que c'est le meilleur truc que tu puisses avoir, quoi. Ouais, je pense aussi. Et après, côté conférence Est, ben, il y a le Heat, mais ça veut dire que tu nous envoies Bam Adebayo et je fais le trade tous les Non, jours. jamais. Le Heat, ils font jamais ça. Mais le Heat ne fait jamais ça. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui finit sa carrière là-bas, sauf s'il le décide. Il y a les Bulls éventuellement qui peut, mais bon, c'est J'ai rien à pareil. trader. À mon avis, c'est Les joueurs, fini. Les Celtics, il y a 2 ans, quoi, mais maintenant c'est trop tard. Ouais, c'est fini. Non, vraiment, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Mais, bon, on a déjà cité toutes les équipes hein, qui pourraient se positionner sur Kevin Durant. C'est, à mon avis, des équipes qui sont dans leur ascension. Une ascension qui, aujourd'hui, les fait être entre la 4e et la 6e position de leur conférence. Mais par contre, avec un vrai potentiel sur les années futures. Un peu comme Oklahoma, il y a peut-être 2 ou 3 ans, par exemple. Et on les a déjà cités, cette équipe. Pour clôturer cette émission, Rod, qui est absent aujourd'hui, avait une question à te poser, Alex. C'est une question qu'on nous a posée dans la foire à questions à laquelle on a répondu la semaine dernière. Mais c'est quel joueur all-time des Suns tu mets dans cette équipe aujourd'hui pour que ça fonctionne? Ah, c'est une bonne question, ça. Et genre, tu le rajoutes, tu n'enlèves pas de joueur. Ah, si tu veux enlever Bradley Beal, tu peux. Hein. je sens bien que ça te titille. Ah ouais, si je peux enlever Bradley Beal, tous les jours, je rajoute, genre, je sais pas moi, Dan Meyerley ou un gars comme ça. Quoi. Donc, parce que Je savais nous, pas si c'était- Nous, on a été 3 à dire de manière unanime Amar'e Stoudemire. C'est pas mal. Parce Mais qu'avec Devin Booker, oui, on a dit incroyable. oui, ça peut être incroyable. Mais Dan Mais Meyerley, pour le côté hustle, défense et shoot à 3 points, c'est pas faux. disons que, en fait, j'aime assez bien le choix qui a été fait. Nick Richards, je le connais pas hyper bien. Je l'avais vu un peu jouer avec Charlotte, mais il avait eu un peu des blessures de ça. Puis bon, c'est Charlotte Hornets, on va pas se mentir, c'est pas l'équipe que tu regardes tous les 4 matins et tout ça. Là, depuis qu'il est à Phoenix, du coup, je l'ai vu jouer une dizaine de matchs, quoi, en gros. Hein. Et c'est un jeune joueur, enfin jeune, il a quoi, je sais pas, il a 28 ans, 27, Donc, 26 ouais, c'est ans, ça, ouais. C'est ça, ouais. comme ça. Enfin, il a encore de la place pour progresser. Et ce qu'il apporte en termes de qualité athlétique, de rim runner, je pense que c'était un bon choix avec Booker et KD. Il ne demande pas trop la balle, il se fait servir un peu en passe d'ess, il profite des espaces, il se bat au rebond, il met un peu quelques contres là. Bon, ok, allons-y, let's go. Donc Stoudemire, je l'adore. Le Stud, je l'adore, mais c'est pas le premier gars auquel je pense parce que pour moi, alors pour le coup, lui, il est pas complémentaire de KD et Booker en attaque. Hein. Ah oui, ça, J'aime c'est bien le clair. pick and roll, mais lui, c'est un mid-range boy. Il lui faut de la place. C'est trop dommage de pas jouer ISO au poste. Tu vois, on va pas refaire l'erreur qu'ont fait les Knicks avec Melo, quoi, de rajouter Melo dans les pattes du Stud qui jouait comme un MVP là. Bref, l'une des plus grandes erreurs de tous les temps. Hein. Ah là là, ne m'en Vous parle avez pas, une équipe j'adorais de cette fous équipe malades. d'Enix. Voilà. J'adorais cette équipe d'Enix avec Landry Fields, Jeremy Lin, j'en parle tout le temps. Une erreur immense. Une erreur immense. Donc moi j'ajouterais plus et donc le profil auquel je pense c'est Meyerley parce qu'il défend, parce qu'il a moins besoin du ballon, parce que s'il a le ballon il sait très bien faire, il shoot à 3 points, il est malin et puis surtout il est vénère. Meyerley, Ouais. c'est un bodyguard, c'est un gars qui se bat et tout donc c'est le gars auquel je pense. Après dans l'histoire des Suns sinon j'aurais dit Rajabel, tu vois, ou un gars comme ça quoi, ou Richard Dumas. Tu vois, voilà, un ailier un peu long qui se bat des deux côtés du terrain. Tu vois. Donc, t'es vraiment dans le fit et la complémentarité. Oui, Et c'est vachement intéressant oui. parce que nous, on a tout de suite pensé agression de cercle, agression de cercle, agression de cercle. Donc, Amar'e.
Moi, j'ai également cité Sean Marion pour le côté défense, transition, etc., machin, et puis un petit peu de 3 points C'est aussi. ça le meilleur fit. C'est Sean Marion, c'est difficile de faire meilleur fit parce que vraiment, pour le coup, tu as un défenseur sur point d'attaque quasiment inégalé dans l'histoire des Suns. All-Star. All-Star, c'est du. Parce qu'on l'oublie tout le temps, on est toujours là. On est en 22-12. Ouais, c'est ça, c'est Nash et Amaré. Ouais, mais à côté, tu as 22-12 de Sean Marion. Non, c'est un malade. Sean Marion, je pense que c'est le meilleur fit. T'as raison. Mais j'aime bien l'idée d'Ian Mayerley. En plus, c'est marrant que tu cites Ian Mayerley parce que j'en parlais hier sur Twitter avec Mike V. Hill du podcast The Timeline aux États-Unis et il demandait quel est le pire trade de l'histoire des Suns. Et donc, évidemment, je citais qu'est-ce que j'ai cité comme trade? Je ne me souviens même plus. Et après, je me dis, mais attends, je viens de me souvenir qu'on a pris Hot Rod contre Mayerley. Et c'était un trade tragique parce que Hot Rod je crois qu'il se fait un ligament ou un tendon genre 2 mois après son arrivée, saison finie, et nous on n'a plus Mayerley qui était un chouchou de la fanbase de ouf. T'as connu ça plus que moi, Alex. mais sinon, si tu veux le leader, le côté courage, je prends l'équipe sur mon dos et tout, c'est Barclay qu'il te faut. Ouais. Mais la complémentarité est pas folle. Ah non, parce que là, les post-up. Merci, bonsoir. Hein, les post-up de KD d'un côté. Pivot KD, quoi. Ouais, c'est ça. T'as plus de place sur le terrain. T'as plus de place autour de la peinture, t'as plus de place. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. T'as un vrai leader, par contre. Ah ouais, par contre, t'as un leader de... T'as le leader, peut-être le plus gros leader de l'histoire des Suns, peut-être avec Westphal. Ouais, voilà, c'est ça, ou avec Nash. Ou avec Nash, ouais. Mais oui, clairement. Clairement. Ben voilà, messieurs, on a fait le tour du terrain. Super. On a fait le tour du terrain côté Suns. Merci beaucoup, Alex, d'être passé nous voir. Merci à vous, c'était très cool. On se retrouve en fin de saison si t'as des petites dispos pour nous, pour faire un bilan de cette saison. Et ça va être quand la fin de saison pour vous? Ça va être à quelle période de l'année? Moi, j'en suis à un point... Pardon, Malo? Très tôt. Très tôt, ouais. Attendez, parce que je crois qu'on a récupéré un pic de draft en 2025. Donc là, on a un asset de draft. Je crois que c'est le pic des Cleveland Cavaliers qu'on a pour 2025, il me semble. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va drafter en 30e position du premier tour. ou entre la 25 et la 30e position. Mais on est très bon dans ces eaux-là. D'ailleurs, moi, je souhaite que James Jones reste. Mais on aura ce genre de sujet dont on discutera en fin de saison. Est-ce que James Jones reste, etc. Ah, s'il vire James Jones moi, je suis dégoûté. Pour se protéger et tout. Franchement, je suis dégoûté. Ah ouais, dégoûté. Surtout pour nous mettre Myers, qui a une réputation à Golden State, alors que bon, c'est pas lui qui a drafté ceux qui ont fait gagner des titres, mais on en rediscutera cet été. Merci les gars, merci beaucoup. Merci à vous deux. On se retrouve avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt dans Valley Hoop. Et puis voilà, je sais pas comment finir parce que d'habitude c'est Rod qui présente. Donc je vous salue. Ciao les gars. À plus. Ciao. Ciao.